Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formation adaptée à leur réalité. Cette semaine, à l'émission Pieds fermes, nous abordons l'aspect des ressources humaines et des différents corps de métier que doivent connaître les étudiants dans le cadre de leur formation en GTEA. Dans un deuxième temps, un professeur nous parle de la formation, un projet conjoint pour un transfert réussi. Pour terminer, nous nous rendons sur les lieux d'une production de pintade, un projet réalisé par un étudiant. Mais pour l'instant, à l'horaire, un cours de menuiserie. Les étudiants qui sont ici à l'ITA, dans certains cours, ils ont à travailler en menuiserie. Dans quel cadre de cours exactement? Bien, écoute, il y a un cours qui s'appelle Entretien du bâtiment et du fond de terre. Dans ce cours-là, les jeunes font des travaux de menuiserie, font des petits projets. En fait, c'est un prétexte là, pour les apprendre à se servir des outils, des machines-outils. C'est aussi un prétexte là, pour les apprendre différentes techniques. Et puis, c'est pour ça qu'on fait des petits projets. Par exemple, là, les escabeaux sur lesquels on est assis, c'est des choses qu'ils ont faites. Les tréteaux qu'on voit là au loin, c'est la même chose. Et puis, à l'occasion aussi, à l'intérieur de ce cours-là, quand il y a des installations à faire dans le cadre du cours exercice de métier 2, dans le cadre des productions, des projets de production animale, bien, il y a des installations qu'on peut faire avec eux autres. Comme par exemple, cette année, on a installé les pintades, il y a des travaux de menuiserie pour ça. On a fait tous les enclos pour les agneaux, on a fait des râteliers pour le foin. En tout cas, il y a toutes sortes de choses qu'on fait là, en menuiserie dans le cadre de différents cours. Là. Règle générale, est-ce que ce sont tous les étudiants de tous les programmes qui ont aussi à travailler au niveau de la menuiserie ou pas nécessairement? Non. En fait, ce cours de menuiserie-là, ça s'adresse seulement là, dans le cadre du cours régulier, d'un programme régulier. C'est seulement les jeunes là, qui sont en gestion et exploitation d'entreprises agricoles qui viennent travailler ici. Fait que ça va être le nouveau GTEA. En GTEA, oui, ça va prendre probablement une formule différente, mais ça devrait rester. Ouais. En plus de la menuiserie, est-ce que les étudiants ont d'autres cours au niveau manuel, au niveau qui vont leur servir jusqu'à Il y a plusieurs cours. Par exemple, là, dans le cours Entretien de la machinerie, on fait de la soudure, on fait de la ferblanterie, on fait un peu de plomberie aussi. Puis dans le cours aussi d'entretien de bâtiments de ferme, on fait un petit cours d'électricité. Ça peut, en gros, là, c'est pas mal ça qu'ils font là, au niveau des travaux pratiques. Là. On parle de menuiserie, mais bien sûr que dans le cadre de l'enseignement, certainement qu'il y a une grande partie aussi de tout ça à la précaution lorsqu'on travaille avec certains équipements. Oui, c'est sûr qu'ici, par exemple, là, toutes les machines-outils sont équipées là, sont équipés pour être sécuritaires, là. Des arrêts d'urgence, des gardes. Les jeunes, quand ils viennent travailler ici, c'est lunettes, bottes de sécurité. Puis dans tous les autres ateliers où on a à manipuler des outils, là, oui, effectivement, l'équipement de sécurité est de mise. De toute façon, lorsqu'on est dans un milieu agricole, CSST et tout ça fait qu'ils apprennent qu'est-ce qu'ils devraient faire dans le quotidien chez eux à la ferme. Oui, c'est ça. On essaye de le faire là, autant que possible là, pour les sensibiliser. Là, puis, c'est bien évident que pour nous autres, un jeune qui arrive, pas d'équipement de sécurité, bien, on tolère pas là, qu'il rentre là, dans un cours. Là. Vraiment, là, on essaye d'appliquer là, ces notions-là. De façon quotidienne, lorsqu'ils ont à suivre la formation, y a-t-il des étapes particulières, des choses particulières qu'ils doivent réaliser ou c'est règle générale, c'est les étudiants qui décident un peu ce qu'ils font comme... C'est pas vraiment les étudiants qui décident ce qu'ils font parce que en fait, là, comme le projet de l'escabeau ou le projet du tréteau ou il y a un thé à demi-bois aussi qu'on fait, c'est des projets qui sont planifiés en fonction de l'utilisation de tel ou tel autre type d'outil. Par exemple, là, pour faire le tréteau, bien, il faut savoir se servir d'un équerre de charpentier pour être capable de réaliser ça. Fait que le tréteau, on le fait pour montrer à se servir de l'équerre. Okay. Puis la même chose là, pour ces trois petits projets-là. Effectivement, c'est axé pour pouvoir passer par telle technique, utiliser tel outil. Il y a des jeunes qui arrivent ici là, qui ne sont jamais servis d'une scie circulaire. Là.
une scie à main, là, circulaire, ils ne se sont jamais servis de ça, ni d'un banti, ni d'une scie à ruban. Ça fait qu'on essaye de les encadrer du mieux possible au niveau des techniques puis de la sécurité pour s'assurer qu'ils prennent des bons plis, en fait. Oui, tout à fait. Au niveau de l'outillage, il y a combien d'équipements différents, règle générale, que les étudiants vont être appelés à travailler avec ou expérimenter? Par exemple, ici, si on regarde ça, dépendamment des projets, il n'y a pas grands outils qu'on n'utilise pas. On prend la sableuse, dégauchisseuse, le planeur, ça peut arriver, le scie ondelet, scie à ruban, le grand banti, la perceuse à colonne, scie sauteuse, scie circulaire, puis les outils manuels, marteau, équerre, aiguine, ces choses-là. En fait, on utilise quand même pas mal d'outils. La base est l'outil spécialisé là, qui est quand même de gabarit quand même assez intéressant, vu les choses à faire ici. Et ce qui est important de mentionner, c'est autant les filles que les gars qui se doivent. C'est ça. Et dans les autres métiers qui touchent, qu'est-ce qu'on parlait tout à l'heure? Il y avait... On parlait de soudure. Soudure, ils vont apprendre quel aspect là, de la soudure? En soudure, en fait, on apprend à souder avec des électrodes. On apprend aussi à souder avec une machine semi-automatique. On apprend à faire de l'oxycoupage. Et aussi, on travaille avec... on apprend à couper avec une machine au plasma. Là aussi, c'est un cours, c'est 14-15 heures, ça fait qu'on ne fait pas des soudeurs avec eux autres, mais ils sont capables de se débrouiller, à savoir comment ajuster la soudeuse, quelle grosseur d'électrode prendre selon ce qu'on est appelé à souder, essayer d'identifier le métal aussi qu'on a à souder. La préparation du métal, en gros, c'est pas mal ça. On peut se débrouiller, et un jeune là, qui veut continuer à se perfectionner, bien, c'est avec la pratique là, qu'on devient soudeur. C'est sûr que c'est un apprentissage, là, mais effectivement, dans le temps qu'on leur donne pour faire ce qu'ils ont à faire, il y en a qui se débrouillent pas mal bien. Ouais. Parallèlement là, au cours de soudure, il y a des petits cours, des petits projets qu'on lui fait faire pour développer des habiletés, là, par exemple, en plomberie, avec le cuivre ou avec le plastique, le PEX qu'on appelle. On fait un peu de ferblanterie, pliage de tôle. On apprend à aiguiser une mèche. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On avait plomberie, ferblanterie, l'aiguisage de mèche. Oh oui, on fabrique un boulon aussi, à partir d'une tige de fer, une tige d'acier. En gros, c'est ça. Encore là, c'est un prétexte à apprendre des techniques et apprendre à travailler, à prendre des mesures, à travailler avec précision, puis utiliser des outils que, des fois, ils n'ont jamais mis la main sur ce genre d'outils-là. Puis là, qui prennent goût ou bien qu'ils se disent c'est pas mon domaine. Écoute, c'est pas facile pour personne quand tu l'as jamais fait, mais effectivement, quand ils ont fini, je pense qu'ils sont bien contents d'avoir réalisé ce qu'ils ont réalisé. Dans un deuxième temps, un professeur nous parle de la formation, un projet conjoint pour un transfert réussi. Effectivement, le transfert de ferme, c'est une étape importante dans le cycle de vie d'une entreprise parce que c'est un moment où le cédant doit commencer à planifier un peu son retrait, sa sortie. Donc, il y a un changement, d'orientation pour lui. Puis, en même temps, il y a un jeune qui arrive, lui, qui veut prendre les rênes de l'entreprise. Puis, il voudrait, à ce moment-là, développer l'entreprise à sa façon, éventuellement. C'est un moment crucial, OK? Où le cédant, lui, à quelque part, il va vouloir quitter l'entreprise. Puis, il veut quitter l'entreprise pour pouvoir poursuivre après ça à sa retraite, puis avoir assez de liquidité, un fonds de retraite qui lui permet de vivre. Puis, en même temps, la relève qui arrive sur l'entreprise qui, elle, pendant un certain temps, va faire de la cogestion avec le propriétaire actuel, qui est souvent son parent, puis, par la suite, va prendre les rênes de l'entreprise. Et cette étape-là qui dure, règle générale, une dizaine d'années, est super importante. Souvent, au niveau des transferts d'entreprise, on constatait, les études l'ont démontré par le passé, c'est que les gens tardaient un peu à s'investir pour le transfert. C'est comme si les choses roulent d'elles-mêmes, puis éventuellement, ça va arriver. Mais là, on se rend compte qu'à terme, soit que l'entreprise n'est pas organisée pour répondre aux besoins des cédants, puis en même temps permettre aux jeunes de pouvoir prendre le relais, soit que la période de cogestion, les gens n'avaient pas les mêmes visions, etc. À travers ça, ça créait des frictions. Puis à ce moment-là, le transfert, il se fait plus difficilement. Ce qu'on constate, normalement, un transfert de ferme, ça devrait peut-être se planifier une dizaine d'années d'avance. Okay? Donc, commencer à réfléchir comment je veux intégrer ma relève,
puis comment je veux aussi quitter l'entreprise, puis comment organiser l'entreprise pour que ça y arrive. Il y a différentes étapes pour y arriver. Je dirais peut-être la première étape, c'est, souvent je disais à la formation que je donne, qu'on appelait avant ça parents relève, puis à ça qu'on appelle l'intégration de la relève, un projet conjoint pour un transfert réussi, bien ça le dit, c'est un projet conjoint. C'est ça qu'il faut essayer d'établir. Puis il faut qu'il soit organisé pour que ce projet-là soit stimulant et valorisant. Dans le fond, c'est stimulant de la relève de s'intégrer dans l'entreprise parce que c'est ça qu'il veut faire. Puis le cédant, c'est valorisant de voir que quelqu'un, un jeune, veut prendre les rênes de son entreprise. Dans ce contexte-là, il faut vraiment commencer à définir ça. Puis, pour y arriver, je dirais, il ne faut pas avoir peur de consulter. Puis, communiquer. Je dirais, c'est deux clés là, super importantes. La communication entre les cédants et la relève pour pouvoir porter le projet. Puis, savoir s'entourer, d'aller chercher des personnes ressources qui peuvent nous aider, nous guider pour différentes situations sur l'entreprise. Je vais en nommer des personnes qui peuvent nous encadrer là-dedans. Puis souvent, nous autres, on disait, monter l'équipe. Il faut monter l'équipe qui va travailler avec nous sur ce projet-là. On a les CREA, les centres régionaux d'établissement en agriculture, qui eux autres vont travailler beaucoup l'aspect humain, la définition du projet, s'assurer que la relève est compétentes, souvent, ils ont la formation aujourd'hui, ça c'est très important, la formation à ce niveau-là. Mais s'assurer que la communication entre le relève et les cédants, elle est bonne pour pouvoir avancer le projet. Bon, les CREA ont aussi chapeautent souvent l'ensemble des autres intervenants pour qu'il y ait une cohérence dans le projet. Après ça, bien, c'est certain que les groupes conseils, si on fait partie d'un groupe conseil, tout ce qui est planification financière, organisation de l'entreprise, ça va être super important. On va voir dans l'équipe, on va souvent voir un fiscaliste. C'est sûr que l'impôt, on essaie de maximiser les exemptions d'impôts, puis minimiser pour arriver à minimiser les coûts d'impôt lors du transfert. Ça s'organise là-dedans. Par la suite, je dirais aussi, on peut voir souvent dans ces projets-là, il y a des projets d'investissement, il y a des emprunts. Donc, c'est sûr que le bailleur de fonds, qui peut être la financière, la caisse, la banque, l'intervenant principal au niveau de l'entreprise, c'est certain qu'il devrait faire partie aussi du projet. Là, je nomme les principaux acteurs au niveau d'un transfert de ferme. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a du support, du soutien pour des jeunes qui veulent prendre la relève? Ici, à l'ITA de Pocatière, depuis 2005, on offre une formation, à l'époque, qu'on appelait parents relève, en fin de compte, parce qu'on voulait que les parents et la relève viennent discuter de ce projet-là assez longtemps d'avance, avant que la situation se réalise. Mais aujourd'hui, cette formation-là, on l'appelle l'intégration de la relève, un projet conjoint pour un transfert réussi. Ça, c'est super important. Cette formation-là, c'est 3 jours, puis on l'offre d'abord aux étudiants qui sont en GA 3e année. Pourquoi on l'offre à eux? Parce qu'actuellement, en 3e année, ils font souvent, dans le cadre d'un projet académique, ils font l'analyse de l'entreprise, puis ils vont faire la projection financière de cette entreprise-là pour les 5 prochaines années. Là, on voulait donner du sens à ce projet-là pour l'emmener dans sa réalité, sachant très bien que le jeune, éventuellement, quand il va quitter, il est en dernière année, il va intégrer l'entreprise, à temps partiel ou à temps plein, en tout cas dans les premières années. Donc, il intègre l'entreprise. Puis d'un autre côté, on savait que souvent, au niveau des transferts, les gens attendaient un peu trop tard pour s'investir dans le transfert. Fait que là, on s'est dit, on a une bonne fenêtre. Le jeune, il est déjà en train de planifier le développement de l'entreprise. Si on offre aux parents de se greffer à ce projet-là, on serait à peu près une dizaine d'années avant que le transfert se réalise. Donc, on a organisé une formation de 3 jours avec 3 thèmes particuliers pour chacune des journées. Au niveau de ces 3 journées-là qui sont offertes, là, je veux dire, le premier thème, on s'attarde davantage sur l'aspect humain, la définition du projet, regarder comment ça s'est passé, le transfert de ferme dans leur situation aux parents, pour essayer de le ramener, le passé garant de l'avenir, pour essayer de le ramener après ça, aujourd'hui, comment ça se passe. Donc, avoir peut-être une bonne compréhension là, de les différents enjeux qui vont intervenir dans le transfert. Ça, c'est la première journée. La deuxième journée, on s'attarde davantage sur l'aspect financier. Là, on regarde l'entreprise. Est-ce que, là, on fait un genre de mise en situation, est-ce que l'entreprise, si j'avais à transférer aujourd'hui, elle serait capable de permettre au cédant de quitter, puis à la relève de prendre le relais? On arrive souvent que c'est pas tout à fait adéquat. Ça fait que là, on se pose la question, mais si c'est pas adéquat, j'ai du temps devant moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que dans X années, l'entreprise soit organisée pour permettre un transfert réussi?
Fait que là, on va parler des différents enjeux qu'il y a, qu'on doit prendre en compte, là, comme, je ne sais pas moi, l'efficacité de l'entreprise, le taux d'endettement, etc. La dernière journée, on s'attarde sur l'aspect fiscal et l'aspect notarié. C'est deux choses importantes. Tantôt, j'ai oublié de nommer que le notaire fait partie intégrante du transfert. C'est deux éléments importants parce que la partie fiscale, bien, il y a des enjeux financiers très élevés à ce moment-là. Puis, pour essayer de minimiser les coûts, bien, à ce moment-là, c'est d'essayer de le planifier dans le temps, dépendamment de la situation de chacune des entreprises. Si c'est une entreprise individuelle, une société en non collectif ou une compagnie, bien, les modalités, les règles de l'impôt ne sont pas tous les mêmes. Donc, il faut savoir comment l'organiser. Puis souvent aussi, si on veut en profiter de telle exemption, bien, il y a des moments précis pour en profiter. Sinon, bon, faut vivre avec la situation si on intervient trop tard. Puis la partie légale, il ne faut jamais l'oublier, c'est très important, les conventions entre associés, le testament, les mandats d'inaptitude. Lorsqu'il y a une période de cogestion, bien, tous ces documents-là doivent être rafraîchis s'ils existent déjà. S'ils n'existent pas, il faut les bâtir. Parce que s'il arrive une éventualité, bien, il faut savoir comment intervenir pour que l'entreprise puisse poursuivre dans les meilleures conditions. Bon, si on veut aborder l'aspect de la pérennité de l'entreprise à la suite d'un transfert, c'est de quoi peut-être complexe à dire. Ce qu'on constate, là, je vais peut-être aller par le biais, ce qu'on constate, c'est que les études ont démontré que les gens qui ont pris le temps, puis qui ont la formation, qui ont pris le temps de planifier leur transfert une dizaine d'années avant, 7, 8, 10 ans avant, souvent le succès de ces transferts-là est plus grand, est plus viable que ceux qui ont fait ça peut-être 2-3 ans, qui ont commencé à s'y investir 2-3 ans avant. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la planification, c'est super important. Si je vais au niveau de la formation, aujourd'hui, les enjeux financiers sont tellement importants sur une entreprise que la formation, elle, c'est sûr que c'est garant du succès, de la pérennité d'une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, bon, il est pas rare de voir des entreprises qui ont des chiffres d'affaires de 700 800 000 $ qui valent peut-être 3 millions, 4 millions de dollars. Ça prend une connaissance adéquate au niveau, je dirais, pour agir, pour le travail manuel, pour traire, etc. Mais aussi, ça prend une connaissance pour être capable de juger, de porter un jugement sur est-ce que je le fais de façon efficiente, mes actions, est-ce qu'elles sont rentables? Dans les choix des investissements, si je décide, aujourd'hui, on entend parler de robots de traite, qui amènent souvent beaucoup d'investissements au niveau du bâtiment. Bien, quand j'y vais vers là, les ressources financières sont limitées sur une entreprise. Fait que si je n'ai pas fait la bonne analyse pour savoir si je vais être capable, bien, c'est sûr qu'on peut handicaper l'entreprise. Mais règle générale, avec la formation, bien, les gens sont, je dirais la formation, puis de plus en plus, les jeunes, quand ils ont la formation, ils n'ont pas peur d'aller chercher du soutien de d'autres professionnels parce qu'ils sont peut-être plus à l'aise pour comprendre, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a un langage financier, un langage technique, puis il faut avoir les bases pour être capable de discuter avec les intervenants. Ça, c'est super important. En dernière partie d'émission, je vous invite à rendre visite à des étudiants via leur projet de production de pintade. Simplement parce que pendant qu'on fait la biosécurité. Vous pouvez rentrer par là pour avoir la grippe aviaire. OK. Ah? C'est quand même pas mal. Donc, bienvenue à un projet avicole, donc les pintados. Aujourd'hui, Alexis va vous présenter en fait le projet. Vous allez voir un peu dans quelle ambiance ces oiseaux-là ont été mis en élevage. Donc, à partir de là, ben, je laisse Alexis faire la présentation là, de leur projet. Bon, ben bonjour. Bon, ben pour commencer, ici, on a commencé par aménager le local pour faire l'élevage de pintade. C'est un ancien abattoir, c'est pour ça que c'est haut puis des vieux bâtiments. Fait on a mis en élevage 230 pintades. Là, ça crie pas mal. 230 pintades, plus le couvoir, on en a envoyé un pourcentage de plus, fait qu'on en a 241. Ils sont séparés en 2 parcs pour faire... notre projet, c'est faire un comparatif alimentaire. Dans le fond, un parc va avoir 3 sortes de moulées. Il va avoir une début, une croissance, une finition.
Puis le deuxième parc va avoir uniquement 2 phases, donc une moulée début puis une moulée croissance-finition. Le but de ça, c'est de prouver, d'essayer de démontrer si économiquement il y a un avantage à faire un programme d'alimentation 3 phases. C'est sûr qu'il y a plus de régie à faire pour le producteur, mais peut-être qu'économiquement, on va voir s'il y a une différence. Donc, l'élevage, ça va durer pendant 12 semaines. Dans le fond, le producteur avec qui on fait affaire, il fait 13 semaines pour un poids environ de 1,2, 1,3 kg carcasse. Donc, on espère atteindre un petit peu plus parce qu'on a des meilleures conditions. Un peu, sont moins tassés, puis on lui donne de l'amour. Fait que c'est ça. Et en fond, à chaque semaine, on les pèse pour voir le gain moyen quotidien. Dans le fond, le gramme qu'ils prennent par jour. Puis la conversion alimentaire, combien, dans le fond, de kilos moulés ça a pris pour faire 1 kg de viande. Sur ça, à tous les lundis, on les pèse pour... on rentre ça à l'ordinateur, puis on fait des petits calculs. Pour ce que je reste, comme Alexis expliquait, habituellement, l'industrie utilise 2 phases parce que c'est plus pratique pour le producteur. Mais on veut regarder si 3 phases d'alimentation n'auraient pas un avantage économique à ce moment-là. En passant, il y a juste 2 producteurs qui font la pintade à l'année. Les autres, c'est saisonniers. Donc, ils vont essayer d'amener de l'information supplémentaire à ces 2 producteurs-là pour faire un petit peu avancer, en fait, les résultats de leur recherche. C'est aussi donner une chance à l'industrie parce que, mettons, les producteurs, on parle de ça aux producteurs, puis il n'est pas au courant de ses conversions alimentaires, puis ses GMQ, là, il ne sait pas. C'est un peu... il n'y a pas d'informations comme dans le poulet, que toutes les chartes sont créées, puis c'est tout très à jour, très bien défini. C'est un peu pour ça qu'on fait l'élevage et tout. On va faire les graphiques, les courbes, puis... Comme la température, comme là, on a une éleveuse pour chauffer au propane, parce qu'au début, c'est environ 28 degrés, il faut qu'il soit. Puis dans le fond, c'est dans le mois de janvier, fait que c'est pas... il fait froid. C'est sûr qu'au début, nous on voulait surtout optimiser le départ, fait qu'on les a mis dans des... une zone de départ pour plus restreindre, pour qu'il soit... pour pas être obligé de tout chauffer, genre juste chauffer l'endroit pour qu'il soit bien, puis mettre la moulée accessible, puis l'eau. Écoutez, actuellement, le projet va vraiment bien. En 6 semaines, sur 241 entrées un jour, un seul mort. Ce qui est exceptionnel, c'est très, très bon. Donc, chapeau au projet. Pourquoi avoir fait la pintade? Bien, au début, on était supposé de faire de... C'était pas notre premier projet, faire de la pintade, mais on a cherché des informations de tout, puis maintenant, on s'est dit, ça serait le fun de faire ça, puis... On avait un contact dans le fond, un producteur, puis l'année passée, il avait fait affaire avec pour faire de la caille. Puis il avait trouvé, le producteur était vraiment gentil, puis il voulait que ça... il était là pour nous autres. On a une question, on l'appelle, puis il nous répond, puis... Lily, souvent, ce qui se produit, c'est qu'à l'origine, d'avoir des sujets d'un jour à l'hiver, c'est plus complexe. Comme on le sait, les volailles, ils ont les oisillons au printemps et à l'été. Souvent, d'avoir des productions à l'année, on n'en a pas nécessairement dans toutes les espèces. Donc, comme je pense, exemple, la perdrix, on n'est pas capable d'en avoir à l'hiver. La pintade, on est capable d'en avoir à l'année. La caille, on est capable d'en avoir à l'année. Le faisan aussi, donc, c'est des volatiles à développement qu'on est capable. C'est une des raisons pour lesquelles, finalement, leur choix a été ciblé sur la pintade. Bien, c'est sûr. Comme Pierre disait au début, il dit le plus dur, c'est de trouver des sujets, puis de céduler l'entrée, la sortie. Il dit qu'est-ce qui est entre les deux, il dit un coup que c'est parti, ça va bien. Et on a décidé d'offrir un livre de recettes à l'achat des pintades ou ceux qui en veulent, un livre de recettes pour l'apprêter. Parce que souvent, qu'est-ce que le producteur disait, c'est que souvent le monde va apprêter ça comme un poulet, puis si tu apprêtes ça comme un poulet, ben c'est pas... La pintade est considérée comme une des meilleures viandes de volaille. La perdrix et la pintade, là, vraiment, c'est des viandes extrêmement savoureuses. Là. Si je compare au poulet qui est déjà bon, ben, on parle d'un goût un peu plus développé, entre guillemets. Là. En passant, une des caractéristiques très, très particulières de la pintade, c'est qu'on ne peut pas reconnaître, différencier les mâles des femelles durant l'élevage. C'est juste à la fin, lorsqu'ils atteignent la maturité, ou qu'au niveau du plumage, il y a une petite différence, mais très, très subtile à ce moment-là. Vraiment, là, très difficile à savoir si c'est des mâles ou des femelles. Actuellement, il y en a une au Québec, parce qu'il y a un couvoir de pintado au Québec.
qui, en passant, livre à la grandeur du Canada. Et eux autres, ils travaillent avec une seule lignée actuellement, qui, à l'origine, provient de l'Europe. Parce qu'à l'Europe, là, c'est une production très développée. La génétique est développée, le commerce est développé, les consommateurs en mangent. Il y a beaucoup plus de producteurs. Y a-t-il moyen de faire quelque chose avec la plume? Bonne question. Ben, présentement, il faut les ramasser parce qu'on a déjà eu un contrat. Il y a des cartes de soie auxquelles on dépose la plume, là, que déjà il y a des artistes qui ont créé un produit issu, là. Non, ça fait un peu champêtre, hein? Ça fait petit élevage de basse-cour, là, qui est extraordinaire pour la pintade. C'est rustique, hein? Donc, c'est pour cette raison-là qu'on avait choisi ce local-là pour les pintades et la dinde dans le poulailler, puisque la dinde étant plus exigeante au démarrage. Ça, c'est ce qu'on appelle une éleveuse au propane, donc au propane, effectivement. Bonne continuité. Good. Non, c'est un élevage qui est... c'est un élevage coup de cœur, ça, c'est de toute beauté. Je voulais vous demander si vous allez... Comment on va procéder pour le faire? La première chose qu'on fait, c'est qu'on va déterminer nos angles sur des canons. Les travailleurs étrangers peuvent être une solution dans la stratégie commerciale d'une entreprise. Ils contribuent énormément à la pénurie de main-d'œuvre présente surtout dans les domaines de la santé et de l'agriculture. Ces immigrants peuvent apporter de nouvelles connaissances et attirer de nouvelles compétences. En espérant que les informations véhiculées dans cette émission du Pied Ferme vous aient été utiles, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ils sont l'avenir de l'agriculture et choisissent de transformer leur métier en passion. Nous sommes fiers de les accompagner pour faire de leurs rêves un projet de vie. Groupe coopératif Dinaco soutient la relève agricole en offrant aux jeunes producteurs des programmes comprenant soutien financier et formation adaptée à leur réalité.